Michel Aglietta, bonjour. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui pour votre dernier livre, un nouveau livre sur la monnaie entre dette et souveraineté, écrit en collaboration avec Pépita Ould Ahmed et Jean-François Ponceau. Alors ce livre, ce nouveau livre, ce quatrième livre sur la monnaie, c'est l'aboutissement de 35 ans de réflexion, de recherche. C'est un livre d'histoire, un livre de théorie de la monnaie. Mais c'est aussi un livre de réflexion critique sur la science économique officielle. Alors vous y parlez philosophie, anthropologie, sociologie. Alors je vous propose dans une première étape de reprendre l'histoire de votre recherche sur la monnaie à travers les mots-clés. La première étape, c'était en 1984, quand vous avez publié La violence de la monnaie avec André Orléans. Oui, c'était en effet le premier livre sur le sujet, mais qui lui venait d'une réflexion de fond qui est la non-satisfaction par rapport à la théorie standard, qui est une théorie qui présuppose, enfin qui est fabriquée pour que plutôt l'économie soit indépendante de tout lien social. Parce qu'elle est fondée sur une théorie de la valeur dite l'utilité, qui implique que les individus ont une connaissance complète de leurs désirs et n'ont pas besoin de connaître les autres pour se comporter, et par conséquent mène à une théorie qui est une théorie où la coordination des relations économiques se fait par ce qu'on appelle le marché et rend la monnaie neutre ou inexistante, ou quand elle existe, neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet sur le système des prix d'équilibre qui fait la coordination. Et donc c'était une insatisfaction profonde vis-à-vis de cette vision de l'économie, et au contraire de dire l'économie n'a de sens que liée à l'ensemble des liens sociaux. Et dans ces conditions-là, on avait besoin d'une théorie qui rejette la conception substantialiste de la valeur, c'est-à-dire cette utilité, et donc qui fait de la valeur un lien social. Et vous étiez inspiré la monnaie est la forme d'existence de ce lien social. Et vous étiez inspiré à l'époque des théories de René Girard sur le désir mimétique. Absolument, puisque René Girard était justement celui qui critiquait d'une manière fondamentale le fait que les individus connaissant leurs désirs n'avaient pas besoin de relations avec les autres. C'est exactement l'opposé. La méconnaissance de ce que nous désirons a besoin du miroir des autres pour avoir une idée de ce que l'on veut et comment se comporter. Mais parler de violence de la monnaie, c'est un petit peu ambivalent, parce que l'idée, là je fais référence à René Girard, la violence c'est le fondement de l'humanité, et la monnaie s'institue aussi pour lutter contre cette violence, pour instituer la société. Absolument. Et donc, d'ailleurs, la violence de la monnaie découle de ce qu'on a appelé l'ambivalence de la monnaie. En effet, pourquoi ambivalence? C'est que la monnaie est donc à la fois une institution qui fait coordination des comportements et des relations d'échange, hein, et cette institution s'objective dans ce qu'on appelle le système de paiement, qui est donc par conséquent un système de règles par lesquelles l'ensemble des individus rentrent en rapport avec les autres. Et ce système de règles est essentiellement lié à la notion de paiement. Et donc là, évidemment, un système social ne peut pas s'approprier. Mais la monnaie a une objectivation, c'est une institution qui s'objective sous la forme de ce qu'on appelle la liquidité. Et la liquidité est un objet d'appropriation puisque si vous appropriez la liquidité, vous appropriez un pouvoir indifférencié sur l'ensemble de toutes les autres formes d'existence de l'économie. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, en quelque sorte, hein, et l'acheter instantanément ou au contraire la conserver pour vous. Mais ça veut dire, alors, c'est très important par rapport à la théorie standard. Dans la théorie standard, le besoin, le désir ont forcément ce que les économistes appellent une utilité marginale décroissante, c'est-à-dire des effets de saturation qui font qu'elle s'auto-limite en quelque sorte. Or, au contraire, la monnaie est pur pouvoir lorsqu'on se l'approprie, puisqu'on s'approprie quelque chose qui est illimité en caractéristiques. Ça n'a pas, si vous voulez, d'objectivité matérielle qui vous donne une saturation, et en plus, c'est pouvoir sur autrui. Par conséquent, la demande de monnaie n'existe que par la demande des autres.
Donc c'est exactement le contraire c'est pourquoi la théorie standard a besoin de neutraliser la monnaie, sinon tout son édifice s'effondre. Alors donc, nous avons cette idée d'ambivalence qui est une contradiction. Ce livre, vous l'avez publié en 1984, après des travaux fondateurs sur le capitalisme américain. Et je voudrais rappeler ici que ce livre vient après un événement fondamental qui est le détachement du dollar de l'or en 1971 et après les accords de la Jamaïque en 1976. Mais à l'époque, on n'avait pas encore conscience de toutes les conséquences de ce détachement du dollar de l'or et de la matière, finalement. Oui, ce détachement est en quelque sorte dans la trajectoire, c'est une trajectoire historique d'abstraction de cette logique monétaire, c'est-à-dire la logique selon laquelle il existe un rapport social qui permet de valider en quelque sorte les échanges et les activités individuelles qui sont validées par cette institution monétaire, eh bien, elle va évoluer dans l'histoire et elle va se détacher de tout support en quelque sorte matériel dès lors que les formes de la monnaie vont devenir de plus en plus abstraites. Et au niveau international, l'existence d'un support matériel et en même temps, disons, universel qui était l'or, a été cassée par la volonté de la politique américaine. Et à ce moment-là, en effet, on n'avait pas idée de ce qu'on faisait véritablement. Donc dans ce processus d'abstraction que vous soulignez, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène technologique, mais il y a aussi un phénomène institutionnel. On prend la décision de couper la monnaie, le dollar en l'occurrence, de la matière, de la marchandise. Et on peut le faire, en effet, parce que la monnaie a un lien organique avec la souveraineté politique. Alors justement, la souveraineté, j'y viens. En 1998, c'est l'étape suivante. Un an avant la mise en œuvre de l'euro, au moins la mise en œuvre de l'euro en 1999 pour les transactions financières, vous publiez La monnaie souveraine et vous faites ce lien très fort entre monnaie et souveraineté. Oui, alors ça a été d'ailleurs une expérience très intéressante parce que ce que nous voulions, c'était montrer que la monnaie est un lien avec la souveraineté dans l'histoire très longue, remontant aux périodes, donc remontant sur 5000 ans. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que la fondation de la monnaie sous la forme du compte, de l'unité de compte, de la capacité de mesurer, et celle du langage et celle de l'écriture vont ensemble. Hein. C'est-à-dire dans les empires mésopotamiens, enfin l'empire sumérien, si vous voulez, la monnaie est créée, disons, dans des périodes qui semblent contemporaines, évidemment avec la profondeur de temps de cette époque, de l'écriture. Et là, on avait quelque chose de très important sur le plan historique. Ensuite, la question de fond, c'était si l'économie est dans la société, est reliée à la société par le système des paiements. Ce qui est important, c'est de voir comment ce système des paiements apparaît comme quelque chose, une entité collective en surplomb des liens avec l'individuel. Or, les liens de l'individuel au collectif sont des liens qui sont ceux de l'appartenance. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'appartenance d'un individu au collectif? Ce que la théorie standard a évité avec sa conception de monnaie substantielle, d'utilité substantielle. Eh bien, cette relation-là, c'est une relation, si vous voulez, des sujets d'un ensemble, d'une société, avec le souverain. Et donc, nous avions besoin, disons, d'une théorie générale des liens entre monnaie et souveraineté pour pouvoir, disons, arriver à balayer l'histoire, puisque nous avions des anthropologues, nous avions des historiens de l'Antiquité, et l'idée c'était qu'est-ce qui apparaît comme commun, hein? Eh bien, en effet, c'est cette idée de souveraineté comme étant intrinsèque à la monnaie, et qui la légitime vis-à-vis d'une société. Donc la monnaie est un signe, et d'ailleurs les premières monnaies sont des métaux qui sont simplement poinçonnés par le souverain. Oui, ce n'est même pas les premières monnaies, puisque vous avez, dans une longue période de l'Antiquité, des monnaies qu'il faut peser, c'est-à-dire en ce qui concerne son rôle comme paiement. Mais son rôle d'unité de compte existe déjà, mais il est séparé de son rôle comme paiement. Et son rôle comme paiement sont des métaux précieux ou des métaux moins précieux, selon la nature des transactions, mais qu'il faut peser transaction après transaction. Donc, ça veut dire que l'espace de commensurabilité, l'espace d'équivalence, comme espace monétaire, n'est pas séparé de l'espace pondéral encore.
Et en effet, la création de ce qu'on appelle en grec la monnaie dokima, c'est-à-dire une monnaie de souveraineté, à partir de la fabrication de pièces de monnaie et le poinçon de l'entité souveraine dessus, interdit de peser. C'est-à-dire que le souverain dit, voilà, je définis ce qu'est la valeur. Je décide ce qu'est la valeur. Je définis ce qu'est la valeur et vous allez l'accepter. Alors, troisième étape, 2002, toujours avec André Orléans, la monnaie entre violence et confiance. Alors, je rappelle, 2002, mise en œuvre de l'euro, et ça vient après la crise de la nouvelle économie, ça vient aussi après la crise financière dans les pays émergents. Oui, oui, absolument. Mais ça vient aussi dans les étapes de notre réflexion, évidemment. Mais l'idée qui est là, c'est de dire, oui, la monnaie est un lien au souverain, et en même temps, elle est objet d'appropriation. Donc il fallait penser toujours à cette ambivalence qui a été le fil directeur depuis le début. Et donc la question, c'est comment on peut dépasser cette situation de tension qui, en effet, mène aux crises, et on introduit cette notion de confiance comme un lien social, et non pas du tout comme une disposition psychologique, mais comme un lien social par lequel l'individu, si vous voulez, participe à ces rapports au collectif. Et donc là, on voit des rapports très étroits avec le droit, avec la loi. Le lien qui est fait avec la monnaie est très proche du lien avec la loi. C'est-à-dire que dans la confiance comme rapport collectif, nous avons défini une structure qui est liée à la nature du système de paiement. Dans le système de paiement, vous avez des relations horizontales, qui sont les relations d'échange et par conséquent qui font le lien part-il dans la finance. On se fait confiance pour faire des transactions quotidiennes, pour faire des arbitrages, pour faire circuler des dettes. Vous avez un lien vertical qui est le lien dans le monde moderne avec les banques centrales, qui sont la forme d'expression collective de la monnaie souveraine. Et ce lien vertical, il s'exprime à travers le système des paiements, ce qu'on appelle le règlement des dettes. Et donc, il faut une confiance hiérarchique dans cette entité dont la propre dette permet de régler les autres dettes, la Banque centrale. Et puis, il y a une confiance dite éthique, c'est que, après tout, il y a un pouvoir derrière la capacité de la Banque centrale de centraliser. Eh bien, ce pouvoir ne doit pas être arbitraire, car s'il est arbitraire, il y aura une crise générale sur la souveraineté monétaire. C'est ce qui se passe dans les inflations très fortes, où les citoyens rejettent la monnaie dans son ensemble. Et donc, pour éviter cela, il faut ce qu'on appelle une confiance dite éthique, c'est-à-dire que comme obéir à la loi parce qu'on participe à la création de la loi, obéir à la monnaie parce qu'on participe à la création monétaire, en réalité, par nos actes, mais on y obéit en tant qu'il représente en effet une souveraineté légitime. Alors, vous avez évoqué le problème de la confiance éthique, et on en arrive au 4e livre, celui que vous publiez aujourd'hui, La monnaie entre dette et souveraineté, et vous posez clairement le mot « dette ». Oui, bien sûr, puisque lorsque vous êtes dans cette représentation de la valeur qui est un processus de réalisation d'échange à partir de règlement par paiement, il est clair que vous allez régler des dettes, puisque pour pouvoir... Et on est dans le capitalisme, s'il faudrait peut-être employer le mot. C'est-à-dire que, et c'est là que l'ambivalence devient extrêmement forte, dans le capitalisme, la nature du capitalisme, c'est faire de l'argent avec l'argent. Donc, c'est accumuler la liquidité et se l'approprier. Et par conséquent, pour cela, il faut capter des ressources sur la société et anticiper que l'on va les valider dans le futur sous la forme d'une quantité de monnaie plus grande que ce qu'on a emprunté. Donc la dette fait partie du capitalisme, comme, si vous voulez, intrinsèquement, comme à sa racine. Et donc la question, c'était en effet, comment est-ce que la logique souveraine de la monnaie dont j'ai parlé, eh bien, va être capable de contenir
les forces disons, d'effervescence et en particulier de dérive que représente le monde des dettes. Lorsque vous anticipez que peut-être que vous allez gagner plus d'argent parce que vous vous endettez maintenant, vous risquez évidemment une dérive très importante. Cette dérive s'est manifestée dans toutes les crises financières, et donc c'est la manière dont l'entité souveraine qui gère la monnaie est capable de contenir ou pas contenir, si vous voulez, les dettes, c'est-à-dire faire que ce règlement des dettes se réalise. Alors justement, pour conclure cette première émission que nous poursuivrons, dans l'introduction générale au livre, vous évoquez la crise de 2008 et vous évoquez Ben Bernanke qui répond « Si on ne fait rien, lundi matin, il n'y a plus d'économie ». Oui, bien sûr. Rappelez-vous ce qui s'est passé à partir de septembre 2008. C'est en effet que la confiance méthodique s'est effondrée totalement. Elle se manifeste par le fait qu'aucune banque ne voulait prêter à une autre banque. Donc, gel total des paiements, et gel des paiements veut dire effondrement de l'économie. Le banquier central est celui qui avait le mieux compris ça. Les politiques qui sont théoriquement les garants de la souveraineté ne le comprenaient pas, quoi. Et donc, en effet, ce qu'ont fait les banques centrales à l'automne 2008 a été un sauvetage, empêcher un processus de dépression dont on ne sait pas quelle est la fin. Spirale dépressionniste dont on ne sait pas ce qu'est la fin. Michel Elgueta, merci pour cette première partie de présentation générale de votre œuvre sur la monnaie. Dans une seconde émission, nous allons approfondir tous ces thèmes. Merci. Merci.